Friedrich von Hayek est né en 1899, donc à l'extrême fin du XIXe siècle, à Vienne, à une époque où Vienne était la capitale d'un grand empire. Et il a disparu en 1992. Et au cours de cette existence longue et assez mouvementée, il s'est d'abord fait connaître comme économiste. Mais plus qu'un économiste, c'est un penseur polyvalent. Je n'ai pas trouvé de meilleur terme. Le terme ne me plaît pas beaucoup, mais je veux dire par là que c'est un penseur complet, qui s'est intéressé à bien d'autres choses que l'économie, et qui a perçu des liens souvent laissés dans l'ombre entre la psychologie, le droit, l'économie, la philosophie, l'épistémologie, etc. Donc c'est un penseur polyvalent, qui s'est intéressé à beaucoup de choses et qui a laissé sa marque dans tous les domaines que j'ai cités auparavant. Eh bien, le fil conducteur de cette œuvre est en fait un questionnement sur l'avenir de l'humanité, qui lui semble assombri par de lourdes menaces, celles du socialisme et de l'interventionnisme, conduisant, selon lui, c'est ce qu'il s'applique à montrer dans un pamphlet fameux qui s'appelle La route de la servitude, donc conduisant au totalitarisme. N'oublions pas l'époque à laquelle il a vécu. Hayek a connu l'effondrement de l'Empire austro-hongrois, la Première Guerre mondiale, la montée du nazisme, il a dû quitter l'Autriche, la Seconde Guerre mondiale, le stalinisme. Donc le XXe siècle est un siècle très chargé de ce point de vue-là. Et Hayek voyait une sorte de filiation entre cette volonté de l'État d'intervenir un peu dans tous les domaines de l'économie, le socialisme, qui serait selon lui sous-jacent à cette démarche, et le totalitarisme, auquel cela conduisait nécessairement. Alors pour conjurer ces dangers, le rôle qu'il s'attribue en tant qu'intellectuel est de défendre et de reconstruire le libéralisme. Doctrine dominante encore au moment de sa naissance, mais qui agonisait lors de son âge mûr, alors que triomphait l'interventionnisme keynésien. À cette époque, qu'on a bizarrement surnommé les 30 Glorieuses, ses écrits lui ont valu d'être comparé à un dinosaure qui aurait survécu à la sélection naturelle. Enterré un peu trop vite, le libéralisme finit pourtant par renaître à la fin des années 70, en grande partie grâce à lui, grâce à son action. Ainsi, le 5 février 1981, Madame Thatcher, Premier ministre de la Grande-Bretagne, déclare à la Chambre des communes, donc devant les parlementaires, devant les députés, « Je suis une grande admiratrice du professeur Hayek. Il serait bon que les honorables membres de cette Chambre lisent certains de ses livres. La Constitution de la liberté, les 3 volumes de droit, législation et liberté. » Et elle brandissait un de ses livres en disant cela. C'est vous dire l'influence qu'Hayek a eue en tant qu'intellectuel sur ceux qui ont porté la révolution libérale au début des années 1980. Puisque, il y a également des photos où on voit Hayek serrant la main de Reagan. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a fait de mieux, mais il a en tout cas inspiré toute cette renaissance de la pensée libérale et cette reconfiguration des politiques économiques menées dans les grands pays développés. On peut aussi noter que l'importance de son travail a été reconnue lorsqu'il lui a été attribué en 1974 le prix Nobel d'économie, en lui demandant quand même de le partager avec un social-démocrate suédois, l'économiste Gunnar Myrdal. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter peut-être le plan que l'on va suivre. Donc un plan très classiquement en 3 parties. Dans la première partie, je vais vous montrer qu'il fut un témoin
de la fin de l'Empire austro-hongrois, en vous donnant au passage des indications biographiques sur ces années de formation, les années de formation de sa pensée. Ensuite, j'en reviendrai à la partie économique, proprement dite, de l'œuvre de Hayek. Donc, Hayek a été un économiste qu'on peut classer comme étant hétérodoxe. Il y a les économistes orthodoxes, ceux qui représentent un peu le courant dominant, et les économistes qui sont un peu en marge, qu'on peut qualifier donc d'économistes hétérodoxes. Dans cette deuxième partie, il y aura 3 sous-parties. Donc, la première pour montrer ce qui le met en marge, en quoi il est original. La deuxième pour présenter rapidement les bases de son analyse de l'économie. Et la troisième pour évoquer le duel qu'il a opposé à John Maynard Keynes, souvent présenté comme le plus grand économiste du XXe siècle, mais qui en face de lui avait un sérieux rival, ou un sérieux contestataire, je ne sais pas, quelqu'un qui cherchait à offrir un contrepoint, en l'occurrence Friedrich von Hayek. Mais Hayek donc n'a pas été qu'un économiste, il était également donc, philosophe, épistémologue, il s'intéressait à beaucoup de choses. C'est ce que je voudrais montrer dans la troisième partie, en mettant en évidence le fait que donc, cette réflexion était beaucoup plus large, et en donnant des indications limitées, d'une part sur sa conception du droit et de la liberté, et d'autre part sur sa théorie de la connaissance. Voilà, le menu est peut-être un peu chargé. Bon, cette introduction, au départ, je l'avais intitulée un dinosaure, point d'interrogation. En insistant sur le fait que, bien que mal connu et caricaturé, cet auteur méritait quand même qu'on lui prête de l'attention et du temps. Donc, première partie, Hayek a été un témoin de la fin de l'Empire austro-hongrois. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, Vienne est la capitale d'un empire multi-ethnique qui structure l'Europe centrale. Empire qui s'est effondré à l'issue de la guerre de 1914. Et Vienne est à l'époque un des plus brillants centres artistiques et intellectuels de l'Europe. Celui qui voit naître, par exemple, le freudisme et la psychanalyse. Mais, travaillé par la question des nationalités, surtout dans sa partie balkanique, l'Empire austro-hongrois est aussi le foyer d'où est partie l'étincelle qui déclenchera la Première Guerre mondiale. Alors Hayek, là-dedans, pour le situer, eh bien, il fait partie d'une famille aisée et cultivée. Il débute son existence dans un milieu intellectuel tourné vers la médecine, la biologie, l'économie et le droit. D'une grande curiosité d'esprit, il s'est d'abord intéressé à la botanique, comme son père. Son père était un spécialiste réputé et reconnu dans cette discipline. Il s'est intéressé à la théorie de l'évolution, qui avait été révolutionnée quelques décennies plus tôt par Darwin. Je vais le mettre en route, vous avez un peu oublié. Il s'est intéressé à la psychiatrie. Et avant de découvrir, autour de 16 ans, les sciences de l'homme. Et à l'âge de 18 ans, à peine plus âgé que vous, peut-être, du même âge, il est affecté dans un régiment d'artillerie, puis envoyé sur le front italien. Et il y passe un peu plus d'1 an, sans beaucoup d'action, mais il y contracte quand même la malaria. Et à l'occasion d'une permission, il rencontre pour la première fois son cousin, le philosophe Ludwig Wittgenstein. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom. Je vais marquer peut-être l'orthographe du nom
au tableau, mais Ludwig Wittgenstein est l'un des inspirateurs de ce qu'on appelle le cercle de Vienne, dont Hayek combattra également les thèses. Alors, le cercle de Vienne, c'est un cercle d'intellectuels très rationalistes qui cherchaient à élaborer un langage parfaitement objectif, où les mots correspondraient exactement aux choses. Et cette manière de voir, je caricature un petit peu, je résume, mais cette manière de voir, Hayek fondamentalement la combattra. Le nom de ce philosophe, c'est Ludwig Wittgenstein. E-T-N-S-E-I-N. Wittgenstein. Je le cite parce que Wittgenstein est ensuite allé à Oxford, où il a été très proche également de Keynes. Alors, la défaite de l'armée austro-hongroise met fin à son expérience militaire, et cette expérience a définitivement détourné ses centres d'intérêt des sciences naturelles vers les sciences sociales, et en particulier vers l'économie. Cette expérience, qui l'a quand même très profondément marqué, l'a rendu fondamentalement hostile aux idées nationalistes, qui sont à l'origine de la catastrophe qui a frappé le monde. Cette Première Guerre mondiale a été une boucherie épouvantable. Cette catastrophe qui a détruit l'ordre social d'avant-guerre. À Vienne, où il réside à nouveau, l'inflation se transforme en ce qu'on appelle l'hyperinflation entre octobre 1921 et mai 1922. Les prix augmentent en quelques mois de 9000%. Donc ils sont multipliés par près de 100. Elle ruine la classe sociale dont Hayek est issu. L'hyperinflation ruine les rentiers, qui avaient placé souvent leurs économies en titres d'État qui n'ont plus aucune valeur. Vienne, devenue la capitale d'une république au territoire rabougri, est le théâtre d'émeutes de la faim et de bouleversements politiques. La municipalité y est dirigée par les socialistes de 1919 à 1934, donc pendant une assez longue durée, et très influencée par ce qu'on appelle l'austro-marxisme. C'est la version autrichienne du marxisme avec comme chef de file un certain Otto Bauer, B-A-U-E-R. Donc très influencé par l'auto-marxisme, par l'austro-marxisme, pardon, l'équipe au pouvoir met en œuvre des programmes sociaux de grande envergure, en particulier dans le domaine du logement social, du logement collectif. Et cette ville est parfois secouée par des luttes violentes, avec en 1927 puis en 1934 les révoltes de milices ouvrières. Donc c'est quand même un contexte tout à fait agité. Et ce contexte marque la formation de la pensée d'Hayek. Il ne cesse de polémiquer contre les autorités municipales viennoises. Il ne cesse de combattre intellectuellement le marxisme, aussi bien que le freudisme. Et cela éclaire, ce contexte, je pense, éclaire son individualisme et son antisocialisme intransigeant, sa crainte des mouvements populaires, des émeutes, sa crainte de la dictature du prolétariat, sa phobie de l'inflation, sa condamnation de l'idée même, du concept en tout cas, de justice sociale. Une justice sociale qui sera imposée par le gouvernement. Le volume 2 de Droit, législation et liberté a pour titre Le mirage de la justice sociale. Et dans cet environnement troublé, Hayek s'inscrit à l'université et suit des cours dans plusieurs disciplines. Donc, il est de retour du front, il se retrouve à Vienne, et il poursuit ses études en ayant opté définitivement pour les sciences de l'homme, les sciences humaines. Donc il poursuit ses études. Et
Il participe également, ça se faisait beaucoup à l'époque, à des séminaires informels qui souvent se tiennent dans les cafés. À Zurich, il s'initie à Zurich, il passe quelques mois au début de l'année 1919, à un moment où l'université de Vienne est fermée parce qu'il n'y a rien pour chauffer les locaux et en plus il y a des pénuries alimentaires. Il va à Zurich et à Zurich, il s'initie à l'étude du cerveau et découvre les travaux de Ernst Mach, M-A-C-H, sur la psychologie de la perception. Et revenu à Vienne, au bout de quelques mois, il obtient un premier doctorat en jurisprudence, donc en novembre 1921. Il a donc reçu une formation de juriste. C'est important pour la suite. N'oublions pas le titre de son œuvre majeure, Droit, législation et liberté. Mais il s'intéresse aussi, et désormais surtout, à la psychologie et à l'économie. Pour lui, la science économique a une très forte dimension psychologique, comportementale. Il rejoint le séminaire privé réuni par Ludwig von Mises, M-I-S-E-S, qui est à l'époque le chef de file du courant néoclassique autrichien. Il y a une école économique autrichienne qui est très riche, qui a été fondée par un certain monsieur Karl Menger. Le relais ensuite a été pris par Böhm-Bawerk, par von Wieser, et là, à la génération d'Hayek, c'est von Mises. Je vais marquer son nom au tableau. Von, c'est un signe d'adoblissement. D'adoblissement de quatrième classe. Von Mises. M-I-S-E-S. Il participe au séminaire privé qui s'est formé autour de Ludwig von Mises. Eh bien, sous l'influence de... je ne sais pas si le micro est nécessaire en fait. C'est quand même un peu... Parfait. Donc, sous l'influence de von Mises, alors qu'il était jusqu'alors relativement ouvert à des idées socialistes modérées, au début, c'est ce qu'il a marqué. Il était notamment sensible à un courant de pensée qu'on appelle le fabianisme, une forme très modérée de socialisme, un peu réformiste. Et sous l'influence de von Mises, Hayek, jusqu'alors relativement ouvert à des idées socialistes modérées, passe dans un camp libéral radicalement opposé au socialisme. Et guidé par Mises, il obtient un second doctorat en soutenant une thèse sur la valeur. Qu'est-ce qui fait la valeur des biens? C'est un vieux problème en économie. Il y a différentes thèses sur le sujet, la thèse de la valeur travail, par exemple, ou la valeur utilité. Voilà, donc il fait cette seconde thèse sur la valeur. Et cette thèse, il la soutient en mars 1923. Mises l'aide également à obtenir un emploi dans un organisme gouvernemental chargé de régler les dettes d'avant-guerre de l'Autriche, ce qui lui permet de vivre. Il vient de se marier, il a besoin de gagner sa vie, et donc il obtient ce poste. Après avoir fait un petit tour aux États-Unis, je n'ai pas le temps de détailler toute sa biographie, mais il passe quelques temps aux États-Unis, où il apprendra notamment à manier les techniques statistiques. Donc pour résumer, Hayek est donc hostile au nationalisme, qui a fait disparaître ce qu'un auteur que vous connaissez, je pense, Stefan Zweig, a appelé le monde d'hier. Le monde d'hier, c'est un très beau livre de Stefan Zweig et je vous en conseille fortement la lecture. Donc, qui a fait disparaître ce que Zweig appelait le monde d'hier. Il est hostile au marxisme, alors que Vienne est dirigée par des marxistes depuis 1919, et il combat le freudisme, qui lui paraît résumer toutes les erreurs intellectuelles de son temps. Donc il a beaucoup d'ennemis. Enfin, il se bat sur plusieurs fronts. Donc après Vienne, je vais très vite, à grands traits, il s'installera à Londres avec un poste à la London School
of Economics, école toujours très prestigieuse, hein, la LSI, où il séjournera de 1931 à 1949, LSI, Londres, 1931-1949, puis à Chicago, comme professeur de sciences sociales et morales, et non pas d'économie. Il n'avait pas pu obtenir de poste d'économie, il est toujours en sciences morales et sociales et morales. Entre 1950 et 1962, bon, il y connaîtra des gens comme Milton Friedman, par exemple. Puis, pour ensuite revenir en Allemagne, occuper la chaire d'économie politique à l'université de Fribourg-en-Brisgau. Veuillez excuser ma prononciation, je ne suis pas germaniste, et il occupe ce poste de professeur d'économie politique en Allemagne entre 1962 et 1969, moment où il prend sa retraite de professeur, et non pas d'intellectuel. Donc j'en viens à la seconde partie, soulignant ce qui en fait un économiste hétérodoxe. Deuxième partie, un économiste hétérodoxe. Eh bien, l'étude de l'économie absorbe l'essentiel de son temps jusqu'en 1941. Et il l'amène d'une manière qui le met en marge de la discipline. D'une manière qui donne à ses analyses des bases originales et le conduit à livrer un combat intellectuel sans merci, rude, contre Keynes et les keynésiens. Première sous-partie, voilà, je vais essayer de souligner ce qui le met en marge de la discipline, de l'économie, de la discipline, du courant économique dominant. En tant qu'économiste, Hayek est un franc-tireur, car il s'attaque aux 4 illusions qui ont, selon lui, dénaturé l'analyse économique. Je vais passer en revue ces 4 illusions qui le mettent en marge aussi bien du courant libéral orthodoxe que du courant keynésien. Ni dans l'un, ni dans l'autre. Donc la première illusion est celle de la neutralité. Du début à la fin de son œuvre, il affirme que l'économie n'est pas une science neutre. Il n'y a pas lieu de séparer ce qui relèverait d'une analyse positive, s'en tenant aux faits, et ce qui relèverait d'une analyse normative. En économie, dans tous les manuels, on vous présente cette distinction. D'un côté, il y aurait une économie positive, s'en tenant aux faits, aux données chiffrées, aux statistiques, et puis de l'autre côté, une économie normative avec des jugements de valeur. Soulignant ce qu'il faudrait faire, ce qu'il serait souhaitable de faire, selon les opinions de l'auteur, en fait. Donc le chercheur, selon pour Hayek, est toujours guidé par des jugements de valeur qui influencent sa démarche. Il doit les afficher ouvertement, jouer carte sur table, pas les masquer, il doit les afficher ouvertement, et ça c'est donc une première illusion qu'il combat, qui est celle de la neutralité. L'économie n'est pas une science neutre. La deuxième illusion est celle de la formalisation mathématique. Hayek conteste la tendance à faire de l'économie une branche des mathématiques appliquées. Ça, c'est un peu la vision du courant inspiré par un autre économiste libéral qui s'appelle Walras. Les mathématiques, toujours selon Hayek, peuvent aider à illustrer et à formuler certains raisonnements, mais elles sont impuissantes à saisir l'essence des phénomènes économiques, car ceux-ci relèvent de la volonté d'individus pensant et agissant dans un contexte marqué par le temps, l'incertitude et l'ignorance. Donc les mathématiques peuvent être dans certains cas utiles, une fois pour illustrer, mettre en forme certains raisonnements, mais elles sont impuissantes à saisir l'essence des phénomènes économiques qui sont des phénomènes intentionnels, émanant d'individus conscients qui mènent une stratégie et qui évoluent dans un contexte
d'incertitude, d'ignorance. Donc les maths ne peuvent pas capter cela dans des modèles. Donc l'usage extensif des mathématiques impressionne les hommes politiques qui n'y comprennent rien, mais qui pensent que c'est sérieux, c'est robuste, c'est solide. Mais pour Hayek, c'est de la poudre aux yeux. Et au sein de l'activité des économistes professionnels, le recours systématique aux mathématiques est ce qui s'apparente le plus, je le cite, à la pratique de la magie. Donc deuxième illusion. J'en viens à la troisième illusion. La troisième illusion, proche de la seconde, est celle de la mesure. Les statistiques, dont il a acquis une connaissance approfondie lors de son séjour aux États-Unis. Les statistiques peuvent illustrer une théorie, mais non la vérifier. Une théorie ne peut naître de l'accumulation de données statistiques, de l'accumulation de données chiffrées. D'autant plus qu'en économie, nombre de phénomènes complexes ne peuvent tout simplement pas être mesurés, parce qu'ils ne sont pas mesurables. Alors sur ces trois points, l'illusion de la neutralité, l'illusion mathématique, enfin de la formalisation mathématique et l'illusion de la mesure, on constate une convergence avec Keynes. Vous savez écrire, Keynes. Ça veut dire quelque chose, Keynes. Bah oui, donc sur ces points-là, il y a une convergence quand même, avec Keynes, qui souvent rejoint Hayek. Keynes rejette également la mathématisation de l'économie et il compare l'économétrie, c'est cette branche de l'économie qui est centrée sur la mesure. Keynes compare l'économétrie à l'alchimie, la magie de l'alchimie. Donc leur conclusion n'en reste pas moins diamétralement opposée. Et comme le souligne Hayek lui-même, à la racine de ce désaccord fondamental avec Keynes se trouve une quatrième illusion, l'illusion macroéconomique, répandue par Keynes et par ses partisans. Je vais essayer d'expliquer un petit peu mieux ce qu'est cette illusion macroéconomique. Après la Deuxième Guerre mondiale, avec le triomphe de leurs idées, des idées keynésiennes, s'est imposée une coupure entre la micro et la macroéconomie. La microéconomie, étudiant les comportements d'agents rationnels dans leur dimension de consommateurs, de producteurs, d'épargnants. Et la macroéconomie, s'intéressant à l'économie vue comme un tout, comme un système sur lequel le gouvernement peut agir, en injectant de la monnaie, en augmentant les impôts, en les diminuant. Voilà. Donc une coupure entre les deux, qui s'est imposée après la guerre sous l'influence de Keynes. Eh bien, Hayek est fondamentalement hostile à cette distinction. Il accuse les économistes de s'en tenir à des relations simplistes entre des agrégats statistiques, dont la mesure ne signifie pas grand-chose. Alors, quels agrégats? Le PIB, le produit intérieur brut, le niveau général des prix, la demande globale, la demande agrégée, ou encore les chiffres du chômage. Et les économistes keynésiens cherchaient par des modèles à établir des relations et les quantifier entre ces grands agrégats, consommation, investissement, PIB, épargne, etc. Mais vu au niveau de l'économie conçue comme un tout, comme un ensemble. Pour Hayek, ce qui est pertinent, ce sont les prix relatifs des biens et des services. Qu'est-ce que ça veut dire prix relatif? Prix des biens des uns par rapport aux autres. Prix du bien A par rapport au bien B. Du bien B par rapport au bien C. Ce qui est pertinent pour Hayek, ce sont les prix relatifs des biens et des services et leur évolution dans le temps. Cette évolution est elle-même conditionnée par les intentions et par les anticipations des individus.
Le concept de niveau général des prix, qu'on pourrait mesurer par un indice, dans cette optique n'a pas de sens. Établir des relations causales entre des moyennes et des agrégats relève de cette dangereuse illusion, l'illusion macroéconomique. Ce qu'étudie l'économie en particulier et les sciences sociales en général, c'est un être humain, doté de liberté, comme de volonté, et dont le comportement est au moins en partie imprévisible. Pourquoi ? Parce qu'il évolue dans un contexte d'incertitude, dans un contexte d'ignorance. En découlent des processus complexes où joue un nombre de variables distinctes, je le cite, beaucoup trop grand pour que l'esprit humain puisse les maîtriser et les manipuler effectivement. C'est beaucoup trop complexe pour que la raison humaine puisse les capter dans leur totalité. Il n'y a donc pas de place pour la macroéconomie dans sa démarche qui relève exclusivement de ce qu'on appelle en sciences sociales l'individualisme méthodologique. Deuxième sous-partie, les bases de son analyse. Donc son originalité, vous l'avez compris, c'est de mettre l'accent sur l'individu. Et cela transparaît dans la conception subjective de la valeur qui sous-tend sa deuxième thèse. Il y a une conception objective de la valeur qui cherche dans le bien lui-même ce qui fait sa valeur. Par exemple, la quantité de travail qu'il a fallu pour le fabriquer. C'est-à-dire la valeur travail, conception objective. Hayek repousse résolument cette manière de voir et adopte une conception subjective de la valeur, conception qui sous-tend sa deuxième thèse. La valeur d'un bien naît d'un processus d'évaluation individuelle, chaque individu le fait, d'un processus d'évaluation individuelle confrontant son utilité et sa rareté. Utilité, ça va jouer sur la demande du bien par l'individu et sa rareté, côté offre. En suivant le mode particulier de raisonnement qui correspond à ses intérêts, chaque individu atteint son équilibre lorsqu'il utilise ses ressources de la manière pour lui la plus avantageuse. Et cet équilibre que chacun trouve en fonction de sa perception des choses est sensible aux deux dimensions de l'espace et du temps. Dans l'espace, les biens sont situés à des distances différentes, ce qui joue sur leur prix relatif. C'est plus cher si c'est plus loin. Dans le temps, ils sont disponibles à des échéances différentes, disponibles tout de suite, demain, dans un mois, dans 6 mois, dans 1 an, ce qui joue aussi sur leur prix relatif. Temps et espace configurent, façonnent le système des prix. Mais qui dit temps, dit mutation et incertitude. On n'est pas ici face au temps des physiciens, une sorte de temps linéaire qu'on pourrait découper en phases. On est face à un temps de mutation, porteur d'incertitude. Et dans un contexte d'incertitude, qui est celui dans lequel nous vivons, les prix sont des mécanismes de transmission de l'information sur les modifications de l'état du monde, sur les modifications du contexte. Je vais essayer d'expliquer un peu mieux ce que ça veut dire. Les prix sont des signaux indiquant à chacun que produire. Produire ce qui se vend bien, produire ce dont le prix est orienté à la hausse. Que produire? Comment le produire? Avec les méthodes les plus rentables. Et là, on le sait en comparant le prix, par exemple, du travail et du capital. En quelle quantité? Et pour qui? Donc des signaux indiquant que produire, comment le produire, en quelle quantité, pour qui. Ils indiquent aussi ce qu'il faut consommer, ce qu'il faut épargner, ce qu'il faut importer, etc. Et cela sans qu'il soit besoin
d'une organisation hiérarchique, c'est un gouvernement qui imposerait des ordres, ou d'une coopération consciente entre les individus. Une autre manière de voir serait que, sur un plan non plus vertical mais horizontal, il faudrait qu'au préalable, tout le monde se mette d'accord pour qu'il puisse y avoir des échanges. On n'a besoin ni de l'un, ni de l'autre. Le système des prix assure cette coordination et ce fonctionnement, sans qu'il soit besoin d'avoir un plan, un gouvernement et un mode de gestion autoritaire. Eh bien, ce qui fait donc la beauté du signal, de ce signal dont chaque prix est porteur, ce qui fait la beauté du signal, c'est qu'il est par essence impersonnel et abstrait, à la différence des ordres du planificateur. Qu'on songe à ce qui se passait dans l'URSS d'avant l'effondrement. Tout était décidé par le Gosplan et par le parti. Et le plan se déclinait en ordre, donné à chacun, en injonction donnée à chacun de travailler dans tel endroit, de produire telle chose, d'acheter telle chose. Tout était planifié, comme le mot l'exprime tout à fait clairement. Système autoritaire de commandement. Liés les uns aux autres, les prix de marché font système. Ils sont en interaction les uns avec les autres, donc ils forment un système. Et ce système est un réseau d'informations, une sorte de rhizome qui souterrainement relie tous les agents présents sur le marché. Un peu comme les plantes dans un jardin. Vous avez des plantes dans un jardin, il y a des arbres, différentes fleurs, elles sont reliées par un réseau souterrain qui les met en contact les unes avec les autres, qui leur permet d'avoir des échanges qu'on découvre aujourd'hui, que les scientifiques aujourd'hui découvrent et étudient de plus en plus. Donc il y a cette idée de rhizome, de réseau souterrain qui transmet l'information nécessaire à chacun pour que chacun puisse agir conformément à ses intérêts dans un contexte de liberté. Donc ce système permet l'ajustement mutuel de leur myriade de décisions. Chacun d'entre nous, nous prenons chaque jour un grand nombre de petites décisions à impact économique. Eh bien, le système le système des prix permet de nous ajuster les uns aux autres. Et ça crée un ordre. Et cet ordre n'est ni un ordre imposé par la nature, ni un ordre construit par une volonté humaine explicite, c'est un ordre spontané. Un ordre spontané. Oui. L'ordre imposé par la nature, un ordre imposé par les hommes, par un gouvernement, mais entre les deux, il y a place pour ce type d'ordre que Hayek qualifie de spontané. Il y a une coordination, mais personne ne l'a vraiment voulu. Et ça se fait quand même. Un ordre spontané. Et cet ordre spontané, Hayek le qualifie d'un mot un peu savant, le mot catalaxie. Catalaxie. Le marché est une catalaxie, un ordre spontané. Alors d'où vient ce terme? Ça vient d'un mot grec, d'un verbe grec qui signifie échanger, mais aussi, et cet aspect je trouve est intéressant, faire d'un ennemi un ami. Faire d'un ennemi un ami. Donc ça permet une forme de coordination, mais qui n'est pas imposée par un gouvernement central, qui n'est pas non plus préalable à l'échange. La catalaxie. Alors je le cite, pour expliquer un peu mieux ce qu'est cette catalaxie. Je pense que vous aurez un document avec la liste de toutes les citations, donc c'est pas la peine de les prendre. Une catalaxie est ainsi l'espèce particulière d'ordre spontané produit par le marché à travers les actes de gens qui se conforment aux règles juridiques concernant la propriété, les dommages et les contrats. Donc vous voyez que est présent dans la définition la notion de droit. Un ordre spontané produit par le marché à travers les actes des gens qui se conforment aux règles de droit, notamment règles portant sur la propriété et sur les contrats, garantes de la liberté. À ce stade,
il faut introduire dans le raisonnement, mais je vais le faire rapidement, la monnaie, le capital et les crises, avant d'évoquer le duel entre Hayek et Keynes sur le rôle de l'État. Vous voulez qu'on s'arrête une minute? Je vous sème? Peut-être un peu... Non? Oui? Oui, oui. Par rapport à L'ordre spontané. il n'y a pas besoin du gouvernement à dans une solution hiérarchique. Mais comment est-ce qu'il pourrait y avoir des échanges si le gouvernement n'a pas instauré les droits de propriété? Alors justement, je vais le montrer un peu plus tard, Hayek confère un rôle important à l'État qui est celui de garantir ces règles, d'être le garant du droit. Évidemment, sans un cadre juridique explicite, solide, etc., il ne peut pas y avoir d'ordre spontané. C'est le chaos. Mais je pense qu'on retrouvera cette question lorsque j'évoquerai la place que Hayek accorde à l'État, qui est une place très loin d'être négligeable, contrairement à ce qu'on dit quand on le caricature. J'aurais éventuellement une petite question. Est-ce que tu peux préciser dans quel sens Hayek emploie le mot socialisme? Tu en as parlé peut-être dans l'introduction, peut-être que tu en parleras après, mais Oui. parce que il peut y avoir un malentendu. Le terme socialisme tel qu'il était employé au XXe siècle n'a pas forcément exactement le même sens que quand on l'emploie aujourd'hui en France, quand on parle du Parti socialiste ou du candidat socialiste aux élections. Donc il y a peut-être une petite mise au point là-dessus à faire. Absolument. Donc Hayek utilise le terme socialiste dans un sens beaucoup plus général que celui d'une simple étiquette mise sur un parti. Le socialisme pour Hayek, il commence dès lors que le gouvernement cherche à régir l'activité économique des individus. En agissant non pas sur le cadre, non pas sur les règles de droit qu'il faut respecter, dès lors du moins qu'elles sont acquises par la tradition, etc., mais en voulant se substituer aux individus, à leur volonté, à leur liberté, pour imposer un plan, soit un plan général, soit un plan dans un domaine particulier, en dictant, en incitant les personnes à agir dans ce sens-là, avec des moyens d'incitation divers qui peuvent être des moyens réglementaires, des moyens fiscaux. Si je comprends bien, l'intérêt d'un système dans lequel il n'y aurait pas d'action socialiste, c'est que les signaux, le marché se conforme lui-même à des règles qui sont meilleures que si le gouvernement intervenait. Que si le gouvernement cherche à créer lui-même des règles. Le droit pour Hayek n'est pas un droit édicté, c'est pas un droit qui est créé par les gouvernements. Si on fait ça, c'est dangereux. On s'engage sur la route de la servitude. Sa conception du droit, je l'ai précisé un peu plus tard, mais c'est un droit qui s'est formé au travers d'une longue évolution qui a établi, l'évolution a sélectionné un certain nombre de règles qui ont permis aux sociétés les plus respectueuses de ces règles de prospérer. Bon, c'est un petit peu, peut-être encore un peu rapide pour répondre à vos questions. Et aussi en introduction, vous avez dit que Hayek a été mal vu, qu'il a été considéré comme ultra-libéral. Mais en quoi est-ce négatif d'être ultra-libéral? En France, c'est pas une étiquette très porteuse dans les médias. Bon, ultra-libéral, ça renvoie dans notre pays aux ultras de la Révolution, à l'abominable réactionnaire. C'est quand même vu un peu comme ça. Je ne pense pas que d'abord dans l'opinion publique, peu de gens savent qui est Hayek, et quand ils le savent, souvent ils n'ont pas une très bonne opinion de ce penseur qu'ils connaissent mal, et qui est vu comme étant quelqu'un prônant un capitalisme débridé, l'exploitation d'une classe par une autre, ou ce genre de choses, alors que c'est à milieu de sa pensée. Oui, vous disiez. Je suis pas du tout, enfin comme je suis j'ai jamais fait d'économie, donc je suis pas très à l'aise avec le concept, mais quand vous parlez d'illusion macroéconomique, vous dites que c'est pas bien parce que c'est des relations simplistes entre des agrégats, mais est-ce que c'est pas le but de l'économie de trouver des calculs qui fonctionnent et qui permettent de prévoir ce qui va se passer, qu'on trouve quelque chose qui marche, qu'on peut appliquer pour pouvoir prévoir des événements? D'accord. C'est le but que lui ont
a signé les Keynésiens. Effectivement, avec cette idée que l'économie, c'est une sorte de vaste système de tuyaux reliant les uns aux autres différents agrégats, et que le gouvernement peut agir sur ce système, je sais pas, en injectant de l'argent, en prenant telle ou telle décision pour, à court terme, faire baisser le chômage. Hayek dit ça c'est possible, mais à court terme ça va peut-être marcher, mais à moyen et long terme, ça dégrade encore un peu plus les choses. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant en évoquant sa conception des crises. Il ne nie pas le fait que le gouvernement peut agir sur ces agrégats. Il dit que le faire, c'est empirer les choses. Quand il y a une crise, une difficulté, que le chômage grimpe, la tentation d'un gouvernement, c'est effectivement de faire quelque chose. Parce que l'opinion le lui demande. Et parce qu'il pense que c'est sa mission. Mais si face à une crise, le gouvernement cède à cette tentation, selon Hayek, à court terme, on peut avoir quelques résultats qui font plaisir à l'opinion publique, mais très vite, ça va se dégrader, ça va empirer, et ce sera pire après. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est si on considère l'économie comme la somme des expériences de plusieurs individus, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut vraiment en tirer? Parce qu'on ne peut pas prévoir... Les laisser libres d'échanger, de produire, de commercer, liberté des individus, encadrée par des règles de droit. Mais un droit qui n'est pas en permanence créé et modifié par le gouvernement. On va essayer de progresser un petit peu après si vous voulez vous reprendre les questions. Voilà, donc je pense que là, il faut que je vous donne quelques indications sur sa conception de la monnaie, du capital et des crises, pour peut-être mieux comprendre son point de vue. Donc pour Hayek, le montant de la monnaie en circulation et son évolution jouent dans bien des cas sur les prix relatifs. Quand la Banque centrale injecte de la monnaie dans l'économie, ça va modifier le prix des biens les uns par rapport aux autres. Et par voie de conséquence, ça va jouer sur la production et sur les revenus. C'est pas neutre. La monnaie est inévitablement source de déséquilibre pour Hayek. Dans une grille monétaire, il y aura des déséquilibres, c'est dans la nature des choses. Pour minimiser ces déséquilibres liés à l'utilisation de la monnaie, il faut que la politique monétaire, celle que mène la Banque centrale, en l'occurrence aujourd'hui la BCE, aux États-Unis la Fed, pour Hayek, il faut que la politique monétaire soit aussi neutre que possible. Condamnation d'une politique monétaire dès lors qu'elle est active, dès lors qu'elle cherche, en créant beaucoup de liquidités ou en abaissant les taux d'intérêt à niveau très bas, à relancer l'activité. Pour Hayek, c'est le type même de choses qu'il ne faut pas faire, parce qu'on va aggraver encore les choses en le faisant. Manipuler la monnaie, c'est courir les risques du surendettement et de l'hyperinflation. C'est-à-dire ou de l'hyperinflation. Bon, surendettement, on voit bien ce que ça veut dire. Bon, le taux d'endettement de notre pays, le ratio dette sur PIB est quand même passé en l'espace de quelques années de 60 à 100% du pays. Bon, hyperinflation, c'est une menace écartée pour le moment. Enfin, il y a d'autres formes de troubles monétaires. Donc, voilà pour la monnaie. La monnaie, attention, c'est pas neutre, c'est source de déséquilibre, et une politique monétaire pour encore les aggraver, ou au contraire les minimiser. Mais cela dit, les déséquilibres nés de l'usage de la monnaie, il faut vivre avec. Pour ce qui est de la formation du capital, Hayek part de l'idée que l'épargne précède l'investissement et en détermine le montant. Il faut d'abord épargner pour ensuite investir et laisser les gens libres d'épargner ce qu'ils veulent. C'est que le revenu perçu par un individu est l'objet d'un arbitrage, d'un choix entre consommer et ou épargner. Il faut laisser les individus libres de consommer ce qu'ils veulent et par voie de conséquence d'épargner ce qu'ils veulent, et c'est le montant de cette épargne qui va conditionner l'investissement, ce qui va être investi sous forme de biens de production. En fonction de l'épargne disponible, entre les moyens originels de production, Hayek n'en reconnaît que deux, la terre et le travail. Entre les moyens originels de production que sont la terre et le travail, d'une part,
et les produits finis, d'autre part, peuvent s'interposer plus ou moins de biens intermédiaires, de biens de production. Exemple, la pêche, exemple idiot, mais bon, qui est tout à fait parlant. La pêche peut être pratiquée selon des procédés plus ou moins capitalistiques, allant de la pêche à main nue, vous pouvez essayer d'attraper un poisson sans, voilà, dans une rivière poissonneuse avec des trucs qui sautent partout, c'est de l'attraper à la main, jusqu'aux navires chalutiers usines, draguant les fonds avec des filets, d'énormes filets, et représentant un investissement très important en capital. Un navire usine qui d'abord sort le poisson, le découpe, le congèle, et entre les deux, on a un processus de production qui est plus ou moins long, extrêmement court dans le premier cas, mais beaucoup plus long dans le deuxième cas, parce que le navire, le chalutier usine, il a fallu le construire avec tous ses équipements, etc. Ça demande un gros investissement. Donc les processus de production peuvent être plus ou moins longs, plus ou moins capitalistiques, pour le dire dans le terme des économistes. Alors l'épargne disponible rend possible des processus de production faisant appel à plus ou moins de capital, et donc plus ou moins long. L'épargne elle-même est déterminée par le taux d'intérêt. Prix, qui est donc porteur, c'est un prix parmi d'autres, mais un prix spécial, qui est porteur d'un signal crucial, puisque c'est le signal qui va déterminer chaque individu à arbitrer entre consommation et épargne. Donc l'épargne dépend du taux d'intérêt. Et un taux naturel de l'intérêt, c'est le terme qu'emploie Hayek, un taux naturel de l'intérêt se forme si on laisse jouer librement les mécanismes du marché. Ça va se former sur le marché des capitaux. Le problème, c'est que dans une économie où la monnaie est devenue de papier, aujourd'hui monnaie électronique, son contrôle passe aux mains des apprentis sorciers que sont les banquiers et les politiciens. Les banques centrales peuvent y faire passer le taux que pratiquent les banques commerciales en dessous du taux naturel. Les banques centrales peuvent pousser artificiellement le taux d'intérêt en dessous du taux qui naturellement résulterait de la confrontation d'une épargne libre et d'un investissement. Tel fut le cas, par exemple, dans les années 30, lorsque fut pratiquée une politique d'argent à bon marché. Les historiens de l'économie appellent ça une cheap money policy. C'est le cas aujourd'hui avec les politiques monétaires dites non conventionnelles, où on a des taux quasiment à zéro aujourd'hui, du fait de l'intervention des banques centrales. Eh bien, si c'est le cas, pour Hayek, un faux signal est envoyé aux agents. Un taux trop bas est une incitation à allonger la longueur des processus de production. On va avoir des processus de production de plus en plus capitalistiques. Et de ce fait, on va produire trop de biens de production, trop de biens d'investissement et pas assez de biens de consommation. On va déformer la structure de la production dans un sens qui, inévitablement, à un moment ou à un autre, se soldera par une crise. Donc, je reprends mon argumentation. Davantage de ressources sont transférées vers des biens d'investissement au détriment des biens de consommation. Plus rares, ceux-ci deviennent plus chers, alors qu'il y a un excès de biens de production. Ont été financés des projets qui ne tiennent pas leurs promesses, on a surinvesti. De ce fait, à un moment, les banques arrêtent de financer, la source de crédit se tarit. Dans le secteur des biens d'investissement, c'est le marasme, les entreprises font faillite, chômage. Cette crise est due au surinvestissement, lié au fait qu'on a artificiellement baissé les taux d'intérêt, et non à une insuffisance de la demande, comme le prétend Keynes. Oui, on approche de Keynes. Et cette crise dure aussi longtemps que la structure équilibrée de la production n'a pas été rétablie. Ça passe par son raccourcissement. Réagir en stimulant artificiellement la demande aggrave la crise. Citation d'Hayek, je cite, « Une fois la crise déclarée, nous ne pouvons rien faire pour en sortir avant son terme naturel.
la crise est déclenchée, il faut laisser les mécanismes de marché la résorber du mieux possible. Les crises sont des rappels à l'ordre. Elles permettent de résorber les déséquilibres nés dans la phase d'euphorie qui a précédé. Hayek utilise l'image d'un éventail pour décrire cette suite récurrente de phases d'expansion et de contraction. Et l'éventail, on le déploie et on le replie. D'autres ont avancé l'image de l'accordéon. On joue de l'accordéon, c'est comme ça. Et Hayek ne nie pas qu'on puisse stimuler artificiellement, à court terme, l'emploi par une politique monétaire. Mais ce type de plein emploi est instable. Il est pervers. Il est porteur de problèmes futurs. Citation. L'économiste ne devrait pas dissimuler le fait que viser le maximum d'emplois réalisables à court terme par la politique monétaire est essentiellement la politique du desperado qui n'a rien à perdre, le desperado des westerns, qui n'a rien à perdre et tout à gagner d'un court moment de répit. On va acheter un court moment de répit en manipulant la monnaie par une politique monétaire abusive. On peut le faire, mais il faut savoir que derrière, il y aura d'autres problèmes. Eh bien, le chef des Desperados, c'est Lord John Maynard Keynes. Donc j'en viens au duel entre, nous en venons au duel entre Hayek et Keynes. Est-ce qu'on en met la vidéo maintenant ou j'avance un peu? Tu veux la commenter après? Je préfère donner des indications. Je peux te donner 2-3 indications avant, oui. Alors, on remet ça dans le contexte. En 1930, paraît le premier ouvrage théorique important de Keynes. Keynes s'est fait connaître avant comme pamphlétaire. Il faisait partie de la délégation britannique à la commission des réparations. La commission qui devait imposer à l'Allemagne le versement de réparations pour compenser toutes les destructions nées de la guerre. Donc, il était dans cette commission et il en a démissionné en dénonçant la manière dont les choses se passaient. En disant en gros, si on impose des réparations trop lourdes à l'Allemagne, on va nécessairement semer les ferments d'un deuxième conflit qui ne tardera pas à arriver. Bon. Effectivement, le recul montre qu'il avait quand même sur ce point relativement raison, et ce point de vue était également extrêmement apprécié des Allemands. Finalement, on les a condamnés à des réparations extrêmement lourdes, de 132 milliards de marques. Donc c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. On a lu un petit pamphlet à la suite de sa démission qui s'appelait « Les conséquences économiques de la paix ». Bon, c'est rare que ce genre de bouquin se vende à beaucoup d'exemplaires, mais le sien a été vendu à des millions d'exemplaires. Et ça lui a donné une très grande notoriété alors qu'il était jeune. Bon. En 1930, donc, il ne l'était pas au départ, économiste professionnel, et il publie son premier ouvrage important d'économie, qu'on appelle Le traité sur la monnaie. Et il défend dans ce traité la thèse que l'élément moteur de l'économie, c'est l'investissement, auquel l'épargne automatiquement s'ajuste. On investit d'abord, et l'investissement va, en quelque sorte, sécréter l'épargne qui lui correspond. On voit déjà que ce n'est pas du tout la conception que défend Hayek. On a dit pour Hayek, l'épargne est préalable, il faut d'abord épargner, puis on investit. Quasi pas du tout. Là, vous êtes complètement ringard. On investit d'abord, le on étant l'État, et ça va provoquer, par un jeu de multiplicateurs, l'épargne nécessaire pour couvrir cet investissement. Eh bien, Keynes attribue la crise de 29 à un effondrement de l'investissement, et par voie de conséquence, à un effondrement de la demande globale, un agrégat. La demande globale s'est effondrée. Et Keynes voit l'épargne comme un frein à la croissance des pays riches. Il en tire la conclusion qu'il faut stimuler l'investissement par une politique monétaire très laxiste, très permissive, et par la hausse massive des dépenses publiques. Dans le traité sur la monnaie, il insiste surtout sur la politique monétaire, sur le fait qu'il faut descendre les taux d'intérêt à des niveaux très bas. Le côté dépenses publiques, budgétaires, il le développera surtout après. Mais c'est déjà présent. Et dans les conférences qu'il donne à la London School of Economics, Hayek prend le contre-pied des positions de Keynes
aussi bien pour le diagnostic que pour les solutions. Et ces conférences sont publiées sous le titre de Prix et production en 1931. Hayek, Prix et production. On va aller quelque part sur un Prix et production en 1931, et accompagné à la même époque par la publication de 2 articles très remarqués dans la revue de la London School of Economics. Hayek reproche à Keynes la faiblesse et l'obscurité de son argumentation. Il lui reproche l'absence d'une théorie explicite du capital et de l'intérêt. Et plus globalement, il lui reproche une maîtrise très imparfaite de la théorie économique. En gros, il lui dit, en tant qu'économiste, vous n'êtes pas sérieux. Dans ce dialogue de sourds, le clivage central porte, vous l'avez compris, sur les liens entre l'épargne et l'investissement. Keynes réagit très vivement en qualifiant, Keynes avait une plume qui pouvait être très acérée, bien trempée dans l'acide aussi, et en qualifiant Prix et production de l'un des plus effroyables embrouillamini qu'il ait jamais lu, et en suggérant que la place d'Hayek était à l'hôpital psychiatrique de Londres. Artillerie lourde, quand même. En 1932, Keynes, peut-être conscient des faiblesses de son analyse, qu'il corrigera plus tard, qu'il essaiera de corriger plus tard, cesse d'alimenter la querelle en écrivant à Hayek qu'il prépare un nouveau livre dans lequel il modifiera et précisera son argumentation. Ce livre, il est très connu, c'est la théorie générale de l'emploi de l'intérêt de la monnaie, publié en 1936. Hayek n'en poursuivra pas moins sa croisade. Même si Keynes lui dit « pousse », Hayek continue. Et dans sa dernière œuvre de théorie économique pure, The Pure Theory of Capital, 1941, il avance que la vision économique de Keynes s'appuie sur une faute morale. Et ça va loin, s'appuie sur une faute morale. Celle qui lui a fait dire qu'à long terme, nous serons tous morts. C'est une formule qu'on attribue à Keynes, qui effectivement l'a prononcée. Mais cette formule suggère que le long terme, on n'en a rien à faire. Ce qui est important, c'est le court terme. Là, je cite Hayek, cette concentration sur le court terme est non seulement une erreur intellectuelle sérieuse, mais encore une trahison de la tâche principale de l'économiste et comme une grave menace pour notre civilisation. Lui non plus, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. On voit qu'il ne se ménageait pas, ce qui ne les a pas empêchés, à titre personnel, de nouer des relations amicales. Ils étaient assez amis. Il n'en reste pas moins que leur controverse débouche sur des conceptions radicalement opposées du rôle de l'État. Pour Hayek, les gouvernements ne peuvent disposer de la totalité des informations nécessaires pour gérer l'économie et atteindre de prétendus objectifs macroéconomiques, comme par exemple un taux de croissance, un taux d'inflation ou un taux de chômage. La fameuse illusion macroéconomique. Il conteste aussi la justification mise en avant dans la poursuite de tels objectifs, à savoir l'atteinte de la justice sociale. Pour Keynes, on pouvait à la fois mettre en place des mesures favorisant l'efficacité économique et la justice sociale, les deux étant liés. Sous la bannière de cette revendication chimérique, dixit Hayek, de justice sociale, se dissimule la défense d'intérêts corporatistes et la protection de privilèges acquis. Les revenus perçus par chacun ne sont pas déterminés par les normes d'effort, d'égalité ou de justice. Ils sont le résultat du jeu de la catalaxie, avec bien sûr une part de hasard, une part de chance, et ça fera des mécontents. Mais il ne faut pas chercher à corriger cette distribution des revenus sous peine de s'engager dans un processus de socialisation de l'économie. On met le doigt pour corriger un petit peu les choses, et en fait c'est tout droit qui va y passer, puisque ça conduit au totalitarisme. Avec cette gradation, on intervient un peu, on intervient beaucoup, socialisme, collectivisme, totalitarisme. Voilà, donc ce n'est pas la tâche des gouvernements de redistribuer les revenus. Et combien même on admettrait cet objectif de justice,
sociale, la théorie keynésienne de la demande effective, qui prétend l'atteindre, est fausse. Le maniement des impôts, le maniement des dépenses publiques et de la monnaie peut avoir une certaine efficacité à court terme, on l'a dit, mais au prix d'une aggravation de la situation à long terme. Peut-être qu'on pourrait montrer maintenant la vidéo pour vous permettre de respirer un petit peu. Tu la présentes rapidement la vidéo ou tu veux que je fasse? Oui, on peut le faire. Ouais. Je vais voir déjà s'il y a du son. Non, il n'y a pas de son. Je pense que ça a arrêté de... We're kings. Wow, it's such an honor. Indeed, sir. Please, just go right on through. Alors, juste un petit mot, oui, voilà, on peut éteindre. Un mot pour vous présenter la vidéo. En fait, c'est une série de 2 vidéos. Celle-là, c'est la deuxième. Ça a été réalisé par une université américaine qui a essayé justement de mettre en parole et dans des petits scénarios comme ça, la théorie de Keynes et celle de Hayek. Donc forcément, c'est du résumé et c'est scénarisé de manière assez humoristique, avec en plus de la musique, vous allez voir, il y a du rap, et il y a un combat de boxe. Donc, tout est scénarisé, mais à travers, donc ce sont des acteurs, évidemment, qui jouent, et ce sont même des rappeurs new-yorkais, 2 rappeurs new-yorkais qui jouent Keynes et Hayek. Et vous allez voir donc que ce qui est intéressant, c'est que on voit bien que Keynes est le personnage connu et célèbre. Hayek, lui, c'est celui qui est moins connu et qui a plus de mal à se faire connaître. Et à la fin, bon, je vous dis pas, on dira quelques mots, je vous donne pas. Non, vous verrez, il y a une fin qui est justement inattendue. Et c'est ça qui... On va voir si vous êtes capable de le repérer. Whoa. Identification, please. Here? No, Hayek. Like, high explosives. High explosives. We have a 1066 HQ, I repeat, we have a 1066. Copy that, like, what is a 1066? That was just an example of how to pronounce it. Ladies and gentlemen, members of the committee, we are here today to consider the impact of government spending on our economy. We're fortunate to have 2 world-renowned economists to offer their testimony on the matter. I see you took a detour down the road to serfdom. Talk about the end of laissez-faire. Well, shake it off, Freddie. I'm not pulling any punches in there. I'm ready. Are you? Prepare for the return of the master. John Maynard Keynes, F.A. Hayek, round 2, round 2.0. Same economists, same beliefs, new microphones, new mustaches. Here we are, peace out, great recession, thanks to me. As you see, we're not in a depression. Recovery, destiny, if you follow my lesson. Lord Keynes, here I come, line up for the procession. We brought out the shovels and we're still in addition, still digging. Don't you think it's time for a switch from the hair of the dog? Friend, the party is over. The long run is here. It's time to get sober. Are you kidding? Look, your work's perfectly fine. Have a look, the Great Recession ended back in 09. I deserve credit, things would have been worse. All the estimates prove it, I'll go chapter and verse. Econometricians, they're ever so biased. Are they doing real science or confirming their bias? Their Keynesian models are tidy and neat, but
and more. Too bad that only happens when there's a world war. You can carp all you want about stats and repression. Do you deny World War II cut short the depression? Wow, one data point and you're jumping for joy. The last time I checked, wars only destroyed. There was a multiplier. Consumption just shrank as we used scarce resources for every new tank. Pretty perverse to call that prosperity. Ration meat, ration butter, a life of austerity. When that war spending ended, your friends cried disaster. Yet the economy thrived and grew faster. You too only see what you want to see. The spending on war clearly goes GDP. Unemployment was over, almost down to zero. That's why I'm the master, that's why I'm the hero. Creating employment's a straightforward graph. When the nation's at war and there's a draft. If every worker was staffed in the army and fleet, we'd have full employment and nothing to eat. Which way should we choose? One bottom up, one more down. The fight continues. Gazing high in second round. It's time to win. One from the top, one from the ground. Let's listen to the beat. Gazing high and going down. Jobs are a means, not the ends in themselves. People work to live better, to put food on the shelves. Real growth means production of what people demand. That's entrepreneurship, not your central plan. My solution is simple and easy to handle. It's spending that matters. Why is that such a scandal? Money splashes through the pipes and the sluices, revitalizing the economy's juices. It's just like an engine that's stalled and gone dark. To bring it to life, we need a quick spark. Spending's the lifeblood that gets the flow going. Where it goes doesn't matter. Just get spending flow. Seems like in some sectors that's a general glut. But some sectors are healthy, only some in a rut. So spending's not free, that's the heart of the matter. Too much is wasted as cronies get fatter. The economy's not a car, there's no engine to stall. No expert can fix it, there's no it at all. The economy's us, we don't need a mechanic. Put away the wrenches, the economy's organic. Which way should we choose? One bottom up, one more down. The fight continues. Gazing high in second round. It's time to win. One from the top, one from the ground. Let's listen to the beat. Gazing high and going So down. what would you do to help those unemployed? This is the question you seem to avoid. When we're in a mess, when you have us just wait, doing nothing until markets equilibrate. I don't want to do nothing, there's plenty to do. The question I ponder is who plans for whom? Do I plan for myself or leave it to you? I want plans by the many, not by the few. Let's not repeat what created our troubles. I want real growth, not a series of bubbles. Stop bailing out losers, let prices work. If we don't try to steer them, they won't go berserk. Come on, are you kidding? The Wall Street gyrations challenge a worldview of self-regulation. Even you must admit that the lesson we've learned is more oversight's needed, or else we'll get burned. Oversight? The government's long been in bed with those Wall Street execs and the burdens that they've led. Capitalism's about profit and loss. You bail at the losers, there's no end to the cost. The lesson I've learned is how little we know. The world is complex, not some circular flow. The economy's not a class you can master in college. To think otherwise is the pretense of knowledge. Which way should we choose? One bottom up, one more down. The fight continues. Gazing high in second round. It's time to win. One from the top, one from the ground. Let's listen to the beat. Gazing high and going You get on your down. high horse and you're off to the races. I look at the world on a case-by-case basis. When people are suffering, I roll up my sleeves and do what I can to cure our disease. The future's uncertain, our outlooks are frail. That's why free markets are so prone to fail. In a volatile world, we need more discretion, so state intervention can counter depression. People aren't chessmen you move on a board at your whim, their dreams and desires ignored. With political incentives, discretion's a joke. Those dials are twisting, just mirrors and smoke. We need stable rules and real market prices, so prosperity emerges and cuts short the crisis. Give us a chance so we can discover the most valuable ways to serve one another. Which way should we choose? One bottom up, one more down. The fight continues. Gazing high in second round. It's time to win.
second round. It's time to win. Or from the top or from the ground. Let's listen to the beats and changing how it going down. Non mais c'est ça le... On a beaucoup de choses qui sont racontées les uns après les autres. En fait, bien l'opposition entre une approche top-down, hein, celle de Keynes qui va du haut vers le bas, et celle de Hayek, comme on dit bottom-up, qui part de la base, ensuite c'est de trouver des solutions qui permettent à l'économie de bien fonctionner. Bon, est-ce que je continue ou est-ce que vous répondez à la question? Il nous reste, Tellier, 20 minutes quoi, à peu près, ouais. parce qu'après il y a la récréation qui va sonner. 20 minutes, donc est-ce que tu veux terminer? Parce que par rapport à... il reste en fait le grand 3. Oui, bah oui. Et puis ensuite on verra le temps qu'il nous reste pour les questions. De toute façon en classe, on prendra un petit temps tout à l'heure avec les S et demain avec les ES pour reparler par exemple de la vidéo, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on peut évoquer, mettre en valeur. Donc je reprends le fil de l'exposé. Je vais certainement moins bien chanter que dans le film, mais je voudrais revenir maintenant à la place que Hayek attribue à l'État. Hayek attribue une place importante à l'État. Son premier rôle est de fournir le cadre juridique stable requis par le fonctionnement de l'économie de marché, par le fonctionnement de la catalaxie. Il doit aussi assurer un certain nombre de services que le marché ne peut fournir de manière adéquate. C'est le cas des biens collectifs. C'est aussi le cas lorsqu'on est en présence de ce que les économistes appellent des externalités. Par exemple, la pollution de l'air et de l'eau, ou tous les problèmes environnementaux. Sur ce point, donc, il évoque explicitement ces points. Toutefois, si certains services ne peuvent être financés que par l'impôt et non par un prix de marché, c'est le cas des biens collectifs, on ne peut pas les financer par un prix mais par l'impôt, il ne s'ensuit pas qu'ils doivent être gérés par le gouvernement, auquel aucun secteur d'activité n'est de droit réservé. Et si le gouvernement peut être fondé à agir dans le domaine de l'économie, il doit lui-même se soumettre aux règles de la concurrence. Je le résume par une formule d'Hayek. Ce qui est contestable, ce n'est pas l'entreprise d'État. Il peut y avoir dans certains cas des entreprises d'État. Ce qui est contestable, c'est le monopole d'État. Donc ce qui est contestable, ce n'est pas l'entreprise d'État, mais le monopole d'État. Et si un monopole d'État s'établit, par exemple dans les transports, les syndicats seront en mesure de prendre le public en otage au sein de ce qu'il appelle les syndicalo-services publics. Transport, communication, énergie, etc. Donc vous voyez à quel type d'entreprise je pense dans le cas de la France peut-être. Pour ce qui est de la monnaie maintenant, il doute de l'efficacité de toute politique monétaire, quelle qu'elle soit, même prudente, très méfiante. Citation, « C'est probablement une illusion de supposer que l'on sera toujours capable d'éliminer complètement les fluctuations industrielles par la politique monétaire. » Ça rejoint l'idée de tout à l'heure. Il est dans la nature des choses que dans une économie monétaire, il y ait des déséquilibres. Et on ne pourra jamais complètement les éliminer. C'est une utopie de le penser. À partir de 1976, il propose même de retirer aux banques centrales le pouvoir exorbitant qu'elles ont d'émettre la monnaie et de soumettre sa création, la création de monnaie, comme celle de toute autre marchandise, au jeu de l'offre et de la demande. Je le cite encore une fois, « Si l'abolition du monopole gouvernemental sur la monnaie débouchait sur l'usage général de plusieurs monnaies concurrentes, cela serait déjà en soi un progrès sur un monopole monétaire étatique qui a sans exception été exploité pour frauder et tromper les citoyens.
ce point est devenu d'une grande actualité avec l'essor de ce qu'on appelle les crypto-monnaies, dont la plus connue est le Bitcoin. Vous avez également l'Ethereum, mais il y en a bien d'autres. Hein. Donc l'essor des crypto-monnaies qui sont en concurrence, essor rendu possible par la technologie, une technologie particulière qu'on appelle la technologie de la blockchain, qui permet de sécuriser les transactions sans intervention d'un tiers de confiance. On appelle un tiers de confiance, en l'occurrence sans intervention d'une banque centrale. Quant à la protection sociale, Hayek souligne que l'État a une responsabilité à l'égard des plus démunis, ce qui justifie l'instauration d'un niveau minimum de ressources au-dessous duquel personne ne devrait tomber. Mais les systèmes lourds, complexes et de plus en plus opaques, graduellement installés dans les pays développés, sous l'étiquette sécurité sociale, ont selon lui depuis longtemps outrepassé leur fonction légitime de protection des plus faibles pour devenir des moyens détournés et spoliateurs de redistribution des revenus. Donc il n'est pas contre un véritable filet de sécurité pour les plus pauvres, mais contre cette extension phénoménale qu'ont pris ces systèmes devenus très opaques de sécurité sociale. Enfin, en matière fiscale, Hayek est partisan d'un impôt proportionnel dont le taux ne soit pas modifié en fonction des aléas de la conjoncture. Impôt proportionnel et non pas progressif, et un taux qu'on ne modifie pas en permanence en fonction de l'état de l'économie. La progressivité de l'impôt nuit aux plus riches, dont Hayek fait ouvertement l'éloge. C'est ce qui peut peut-être rendre antipathique aux yeux de certains. Leur groupe, le groupe des riches, contribue en effet puissamment à la croissance économique et même au progrès de la civilisation. Ce sont en effet les riches qui sont les premiers à expérimenter de nouveaux produits qui seront ensuite accessibles à toute la population. Ce sont eux dont les moyens permettent de faire avancer l'art et la science. Et le talent particulier de ces premiers de cordée, pour reprendre une expression de notre président, est, je cite Hayek, leur aptitude à orienter les ressources vers leurs emplois le plus productifs. Ils arrivent à détecter les bonnes pistes, les bonnes manières de produire et de faire effectivement des profits, ça c'est incontestable. Aptitude à orienter les ressources vers leurs emplois le plus productifs. Troisième et dernière partie, donc Hayek n'est pas qu'un économiste, c'est un penseur qui a marqué de son empreinte le droit, la philosophie, la psychologie, la philosophie et notamment la philosophie de la connaissance. Alors en 1941 paraît sa dernière œuvre d'économiste académique. C'est The Pure Theory of Capital. Mais par la suite, il élargit son champ de réflexion bien au-delà de celui de l'analyse économique et se tourne vers les disciplines que j'ai évoquées. À ce propos, il avait écrit la chose suivante: personne ne peut être un grand économiste qui n'est qu'un économiste. Et je suis même tenté d'ajouter qu'un économiste qui est seulement un économiste est susceptible d'être un fléau. De 1941 à sa mort en 1992, il a produit un grand nombre d'ouvrages, développé une œuvre considérable dont je ne peux donner ici que quelques brefs aperçus, en suivant donc ces deux pistes, sa conception du droit et de la liberté, d'une part, sa théorie de la connaissance de l'autre. Donc sur droit et liberté. Derrière le mot liberté, Hayek met quelque chose de bien précis. Ce qu'il a en tête, ce n'est pas la liberté comme droit naturel et imprescriptible de l'être humain. Il ne la conçoit pas non plus comme le pouvoir de faire ce qu'on veut. La liberté, pour Hayek, je le cite, est cette conduite humaine particulière où la coercition, un mot synonyme de contrainte, où la coercition de certains par d'autres se trouve réduite au minimum possible dans une société. Donc ça correspond à une situation où les gens sont aussi libres qu'ils peuvent l'être. Je répète, conduite, c'est cette conduite humaine particulière où la coercition de certains par d'autres se trouve réduite au minimum possible dans une société. Eh bien, cette liberté va de pair avec la propriété et les droits qui lui sont associés.
pas de liberté sans propriété. Elle est fragile. Elle est fragile car les instincts primitifs conduisant au vol, à la fraude et à la violence sont toujours présents dans les sociétés, même les plus civilisées. Assis sur un volcan, la civilisation est précaire. C'est à l'État qui dispose du monopole de la coercition, qui dispose du monopole de la violence légitime, comme aurait dit Max Weber. Eh bien, c'est à l'État de faire en sorte qu'aucun individu ne devienne un instrument dans les plans d'un autre. Et ce monopole est le seul qu'Hayek concède à l'État. Mais comme il peut être tenté d'en abuser, il faut fixer des balises, des limites à son pouvoir. Et c'est ici qu'intervient le droit. Le droit, pour Hayek, est l'ensemble des règles qui fixent la frontière du mien et du tien, et protège le domaine propre de chaque individu, le domaine propre de chacun. Ces règles disent ce que l'on ne doit pas faire si l'on ne veut pas entrer en conflit avec les autres. Elles transmettent une information sur la manière d'interagir avec autrui de manière pacifique. Prix, signal d'information. Le droit transmet également une information. Ces règles disent ce qu'on doit faire pour être en paix avec les autres. Le droit est donc un guide cognitif, c'est un peu savant, un guide cognitif un peu pompeux, un guide cognitif de l'interaction sociale. C'est un système de communication qui, avec celui des prix, permet à l'ordre spontané du marché de s'auto-organiser et de fonctionner. Celui du droit dit ce qu'il ne faut pas faire, et celui des prix, ce qu'il convient de faire pour interagir positivement avec les autres et produire efficacement, aussi efficacement que possible, dans une société libre. La catalaxis qui lui permet de fonctionner, c'est d'une part le système des prix, d'autre part le droit, au sens où l'entend Hayek. Et c'est par un lent processus de sélection. Hayek est un grand lecteur de Darwin. Il connaît les théories de la sélection naturelle. Donc c'est par un lent processus de sélection que s'imposent et évoluent les règles juridiques les plus efficaces pour assurer la liberté et la propriété. Et les lois ne font que codifier ces règles à un moment donné. Elles ne sont pas édictées, elles ne sont pas créées par les pouvoirs publics, mais issues d'une longue évolution qui, en tâtonnant, par essai et par erreur, sélectionne les règles de conduite les plus efficaces pour assurer la liberté et la propriété. Le danger, c'est ce qui mène sur la route de la servitude. Le danger est de prétendre que le droit est une création délibérée de l'esprit humain. Citation: nous devons d'abord nous libérer totalement de l'idée fausse qu'il puisse exister d'abord une société et qu'ensuite celle-ci soit capable de se donner des lois. Il y aura une société avec un grand S et cette société pourrait se donner des lois et serait même capable de les changer à sa guise. Cette erreur a pour origine le fantasme constructiviste. C'est un adjectif qu'on retrouve souvent chez Hayek. Qualifié de constructiviste, par Hayek, c'est pas bon dans son esprit. Donc cette erreur a pour origine le fantasme constructiviste partagé par Descartes, Hobbes ou Rousseau. Fantasme qui conduit tout droit à l'état totalitaire, celui dans lequel la loi découle de l'autorité. La loi ne doit pas découler de l'autorité. L'ennemi numéro 1 de la société de droit, c'est le socialisme, pour trouver cette expression, qu'il soit modéré ou radical. Modéré dans sa version fabienne, radical dans les versions marxistes. Les idéaux socialistes sont louables,
Il ne s'agit pas de le contester. Mais il s'appuie sur une présomption de la raison en vertu de laquelle l'homme se croit en mesure de détruire et reconstruire à sa guise la société, l'économie, le droit, la morale, et même, pourquoi pas, la langue, avec tout ce débat aujourd'hui sur le français inclusif. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu ça. Hayek était aussi un bon lecteur d'Orwell, de 1984, la Novlangue. Donc au bout de la route, au bout de cette route, qui prétend en permanence détruire, reconstruire, etc., il y a toujours le totalitarisme. Et c'est ce point de vue que donc Hayek développe dans un pamphlet intitulé La route de la servitude, publié en 1944, qu'il a dédié, clin d'œil, aux socialistes de tous les pays. Eh bien, cela mérite quand même d'être approché de ce qui se passe dans notre pays, avec le changement permanent des règles, l'inflation des normes, l'instabilité fiscale, le prurite législatif, la tendance à fabriquer des lois prétendant régir dans le détail toutes les situations, tout en en oubliant forcément certaines. Enfin, sa théorie de la connaissance, c'est un point clé. Bon, je termine par là, mais c'est vraiment essentiel pour bien comprendre Hayek. À la source de son analyse des phénomènes économiques et sociaux, on trouve une réflexion beaucoup plus large sur la nature de la connaissance. Bon, dès les années 20, à une époque où il hésitait entre la psychologie et l'économie, il avait défini un cadre théorique pour l'étude de ces questions. Et il le reprend et le développe dans un ouvrage publié en 1952 qui s'appelle The Sensory Order, l'ordre sensoriel. L'ouvrage est structuré autour de quelques interrogations de très vaste portée, qui bien sûr se situent sur le terrain de la philosophie. Quelle est la nature de l'esprit? Quel est son rapport avec la matière? Quelles sont les relations entre les phénomènes physiques et les faits mentaux? Selon Hayek, il y a deux mondes. Je simplifie un peu, mais il y a deux mondes ou deux ordres. Un monde physique, d'une part, et un monde mental. Les deux ordres sont différents, car nous ne percevons pas directement une réalité extérieure donnée. Il y a un monde physique, mais il n'y a pas d'essence des choses perçues. La lecture du monde que fait chacun d'entre nous, que fait chaque individu, est donnée par l'activité créatrice de son esprit. Le cerveau de chacun de nous a pour tâche de mettre en forme et de classer les impressions reçues du monde extérieur par le filtre de nos sens. Et ce processus de classification caractérise tous les actes mentaux, y compris les pensées les plus abstraites. Hayek l'écrit, tous les phénomènes mentaux, les perceptions des sens aussi bien que les concepts les plus abstraits, sont des actes de classification accomplis par le cerveau de chacun d'entre nous, le cerveau de chaque individu. Or, je cite à nouveau Hayek, il semblerait que n'importe quel appareil de classification doivent toujours posséder un degré de complexité plus grand que les diverses choses qu'il classe. Doivent posséder un degré de complexité plus grand que ce qu'il classe. La société étant un organisme dont le degré de complexité est encore plus élevé que celui du cerveau humain, il lui est impossible de donner une explication complète de la nature et du fonctionnement de cet organisme. Vouloir penser la société ou l'économie comme un tout, ça relève de l'illusion. C'est ce qui rend la planification socialiste impossible, et plus généralement, tous les projets de reconstruction rationnelle des sociétés, depuis la cité idéale de Platon jusqu'au communisme de Marx. Eh bien, ce détour par les fondements de la psychologie théorique nous ramène en fait directement aux préoccupations politiques et sociales d'Hayek. Si on admet les limites de notre capacité de compréhension du monde extérieur et de notre propre esprit,
Selon Hayek, le cerveau n'est pas capable de comprendre intégralement la manière dont il fonctionne. Et si on admet ces limites, l'explication rationnelle de la totalité des phénomènes économiques et sociaux est un mythe. Et ce mythe fonde l'illusion constructiviste et scientiste propagée par Descartes, Voltaire, Saint-Simon, Auguste Comte, etc. Il y en aurait de nombreux à citer. Selon Hayek, je le cite encore, j'ai presque fini, la plupart des grands accomplissements humains ne sont pas le résultat d'une pensée consciemment dirigée, encore moins le produit de l'effort délibérément coordonné de beaucoup de personnes, mais le résultat d'un processus où l'individu joue un rôle qu'il ne peut jamais pleinement comprendre. Processus où l'individu joue un rôle qu'il ne peut jamais pleinement comprendre. Donc la société se compose d'individus porteurs d'informations imparfaites et limitées. Elle est un organisme dont la connaissance est le lien principal. Ce qui circule entre les individus, c'est de la connaissance, mais où cette connaissance est divisée, répartie entre un très grand nombre d'individus. S'y échangent des masses énormes d'informations codées à travers les deux systèmes principaux de communication que sont le droit et les prix, qui nous permettent juste d'avoir l'information qui nous est nécessaire pour agir en société et prendre nos décisions économiques. Ces connaissances n'existent que fragmentées, éparpillées dans les cerveaux de ceux qui composent ce qu'on appelle la société. Nul super cerveau, nul chef suprême, nul gosse-plan, nul organisme de planification ne peut détenir à aucun moment l'ensemble des connaissances qui sont dispersées entre des millions d'individus, qui ne peuvent pas planifier correctement les choses. C'est au-dessus de leurs moyens. Et pourtant, dans une économie de marché, où il n'y a pas d'organe central de planification, ça marche. Spontanément, ça marche. Et ça marche d'autant mieux qu'on laisse fonctionner sans entrave, librement, cet ordre spontané. Donc, dans la sphère de l'économie, la solution au problème de la division de la connaissance, c'est le marché. Et on retrouve donc l'intuition d'Adam Smith, c'est cette intuition, celle de la main invisible, mais une intuition désormais solidement étayée. Très rapide conclusion, 2 minutes. En conclusion, dernière citation, nous devrions en savoir assez long pour éviter de détruire notre civilisation en étouffant le processus spontané de l'interaction des individus, en chargeant une quelconque autorité de le diriger. Mais pour ne pas tomber dans cette faute, nous devons rejeter l'illusion d'être capable de délibérément créer l'avenir de l'humanité. Nous devons nous soumettre à quelque chose qui est plus grand que nous. Ce n'est pas un esprit religieux, hein. Mais il y a quand même cette idée qu'on doit s'incliner devant quelque chose qui nous dépasse et que nous ne pouvons pas pleinement comprendre. Son œuvre demeure d'une actualité qui me semble tout à fait étonnante. À ce titre, d'ailleurs, on peut se demander, mais sans trop douter de la réponse, comment il aurait analysé la tentation transhumaniste, qui est de reconstruire non plus la société, mais l'homme lui-même, l'être humain lui-même. Si on regarde le passé récent, on ne peut que constater que l'histoire lui a donné raison. L'effondrement de l'Union soviétique est tout à fait conforme à ce qu'il avait prédit. Et il a eu la chance de mourir après cet effondrement. Si on se situe sur un plan plus analytique, on remarque qu'il a donné un contenu solide, robuste, à la notion au départ assez floue de main invisible, devenue la catalaxie, l'ordre spontané du marché. Voilà, et bien en ce sens, il a vraiment refondé le libéralisme. Je crois que vous avez quand même capté l'essentiel. Vous retrouverez évidemment dans le polycopier, donc M. Robert a mis à disposition
les citations et quelques synthèses. S'il y a une question ou deux, on a 5 minutes à peine. La matière, oui. Mais si je comprends bien, donc il soutient que toute planification soit forcément imparfaite. Mais qu'en est-il, par exemple, de sa vision de la crise de 29, des bulles spéculatives qui ont fait des crises? Est-ce que pour lui, c'est juste un moindre mal? Est-ce qu'on peut vraiment dire que les crises viennent toujours de la planification? Alors pour Hayek, la crise de 29 est quand même très largement imputable à des erreurs de politique monétaire de la Fed, qui a favorisé la formation d'une bulle sur le marché des actifs. Et cette bulle a éclaté en 1929 avec des conséquences certainement extrêmement négatives, mais encore amplifiées par le fait que les gouvernements ont voulu réagir. Et dans l'optique d'Hayek, en empirant les choses. Je peux rapprocher un peu ce que pourrait dire Hayek là-dessus et ce qu'en dit Friedman. Pour Friedman aussi, si la crise a pris une telle ampleur, c'est essentiellement en raison des erreurs de politique monétaire de la Fed. Et pour Hayek, il faut distinguer, pour Friedman, il faut distinguer 1929, qui est une crise boursière grave, certainement, mais somme toute assez habituelle. On a connu de multiples dans le passé, et 1931. 31, là, c'est vraiment le moment où l'économie mondiale commence à s'effondrer à cause essentiellement de la montée d'un protectionnisme virulent et de la négation des mécanismes de marché. Donc là, il y a vraiment deux points de vue. Celui de Keynes et des keynésiens, c'est en raison de l'effondrement de la demande que tout ceci s'est déroulé. Il faut donc réagir en injectant de la monnaie, en relançant les dépenses publiques pour que l'économie se relève. Et le point de vue d'Hayek, largement partagé par Friedman. Les deux se sont d'ailleurs connus, je voulais dire, à Chicago. Peut-être une dernière question et après on laisse ceux qui ne souhaitent partir. Je ne comprends pas en quoi le long terme serait nécessairement mieux qu'une succession de court terme, étant donné que le court terme c'est peut-être plus facile à atteindre. Et ça, c'est le grand problème de la traverse, ce qu'on appelle le problème de la traverse en économie, c'est comment on passe du court terme au long terme. Est-ce que le long terme, c'est vraiment une succession de court terme? Parce que je pense que ce qu'on peut quand même retirer de ce qui a été dit, c'est que quand le gouvernement cherche à agir, peut-être il arrange les choses à court terme, mais dans la phase suivante, ça aggrave les choses. Parce que vous avez un court terme un peu meilleur, ça s'appelle une bulle. Et puis, le court terme, la phase suivante, ça va être une récession. On va comme ça de bulle en récession sans jamais vraiment en sortir. En moyenne, à la fin, ce sera pareil. On peut le voir comme ça, mais enfin en moyenne, on aura causé au passage pas mal de dégâts. Il faut peut-être mieux laisser les choses fonctionner dans un contexte de liberté, avec une croissance peut-être plus modérée qu'elle n'aurait été que si on l'avait qu'en l'ayant stimulée artificiellement. Mais si cette stimulation artificielle est suivie ensuite d'une récession et d'un effondrement, c'est pas terrible non plus. Hein. Oui, c'est un peu comparable à la drogue. Hein. C'est-à-dire, c'est l'addiction. Non, mais c'est vrai. L'addiction à l'héroïne, c'est exactement ça, ou à la cocaïne. C'est-à-dire que ça booste, mais après, il y a une phase de descente qui est extrêmement pénible. Et du coup, pour éviter cette phase de descente, il faut reprendre de la substance, et ainsi de suite. En dose plus massive. Et on finit par mourir d'overdose. C'est un peu l'idée. Et d'ailleurs, on retrouve l'idée de drogue dans le terme qui est très souvent employé, injection de monnaie. On va injecter des pouvoirs d'achat, on va injecter de la monnaie. C'est un vocabulaire de drogue.